On dit que la montagne parle à ceux qui savent écouter, mais ce qu'elle murmure n'est pas toujours fait pour des oreilles humaines. Regarde-toi là. Tu as trouvé le chemin. Je pensais que le vieux panneau, à moitié effacé, avait fini par disparaître sous la mousse et le temps. Pourtant, te voilà. Tu as bravé le vent, la route tordue, et cette impression étrange que quelque chose te suivait depuis la station-service du bas. Tu as fait ce premier pas. C'est déjà un bon signe. Je m'appelle Elijah Whitlock. C'est moi que tu vas te guider aujourd'hui. Et crois-moi, tu vas vouloir rester près de moi. Je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. Ici, dans les Appalaches, les choses sont simples, mais jamais banales. Les gens de la ville appellent ça la campagne profonde. Moi, j'appelle ça chez moi. Je suis né à 10 miles d'ici, dans une vieille ferme à toit penché qui fuyait déjà quand j'étais gamin. Mon père était guide de montagne, comme son père avant lui. Ma mère, elle, travaillait à la petite bibliothèque du coin. Elle disait souvent que les histoires sont la mémoire de la montagne. Mon grand-père, lui, ajoutait toujours « Non, fiston, les histoires, c'est la façon qu'elle a de prévenir ceux qui n'écoutent pas. » J'avais 12 ans quand j'ai commencé à accompagner les groupes sur ces sentiers. Au début, je portais juste les sacs, je remplissais les gourdes, je ramassais les restes après les pique-niques. Je n'osais pas parler. Je regardais mon père, debout devant ces inconnus venus explorer la nature, et je voyais dans sa voix quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Une prière dissimulée sous chaque consigne de sécurité. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, et c'est moi qui mène la marche. La compagnie s'appelle Mountain Ridge Tours, fondée par mon oncle en 1974. Un nom simple, honnête, sans fioriture. Mais si tu entends quelqu'un en ville parler de The Dollar Charm Company, ne t'étonne pas. C'est nous aussi. C'est une vieille blague locale, un clin d'œil entre ceux qui savent. Parce que oui, ici, on vend des charmes. Des bouts de fer, des sachets de sel, des fagots de sauge noués avec de la ficelle. $1. Pas un centime de plus. Pas parce qu'on est radin, mais parce que ces choses fonctionnent. Et quand quelque chose fonctionne dans ces montagnes, on ne met pas de prix sur la survie. C'est la première leçon. Le Conseil du tourisme a voulu moderniser tout ça, faire payer 5 puis $10, transformer le talisman en accessoire spirituel de luxe. Il disait que ce serait plus vendeur. Mais moi je sais que la montagne n'aime pas l'avidité. Chaque fois que quelqu'un essaie de la tromper, elle se venge. Pas tout de suite, pas brutalement, mais tôt ou tard, elle réclame ce qui lui revient. Alors on continue, comme avant. Les règles n'ont pas changé. Et toi, si tu veux ressortir d'ici entier, tu vas devoir les suivre à la lettre. Avant tout, respire. Oui, là. Inspire profondément. Tu sens ça? La sève humide, la pierre froide, la mousse ancienne. C'est la montagne qui te jauge. Elle veut savoir si tu as peur. Et crois-moi, elle le saura. Ces sentiers, je les connais mieux que ma propre maison. Chaque racine, chaque courbe du chemin, chaque souffle de vent a une signification. Certains endroits sont paisibles, d'autres moins accueillants. Il y a des zones où la lumière se tord, où les arbres se penchent comme s'ils écoutaient, où l'air devient plus lourd, presque vivant. Ce ne sont pas des coïncidences. Mais tu n'as rien à craindre. Pas encore. Parce que tu as trouvé la bonne personne pour te guider. Je vais te dire ce que personne d'autre n'ose expliquer clairement. La montagne a ses lois. Elles ne figurent sur aucune carte, ni sur aucun panneau. Elles se transmettent à voix basse, entre ceux qui ont vu et ceux qui ont survécu. Aujourd'hui, tu vas les apprendre. Et si tu écoutes bien, peut-être que la montagne te laissera repartir. Mais avant d'aller plus loin,
Abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur si ce genre d'histoire te parle. Ici, chaque mot que tu entendras a été vécu. Chaque silence cache quelque chose. Et crois-moi, tu voudrais être là pour la suite. Alors marche. Garde les yeux ouverts. Et souviens-toi, dans ces montagnes, les règles ne sont pas faites pour être brisées. Règle 1. Reste sur les sentiers balisés. Tu vois ce chemin? Ce mince ruban de terre brune qui serpente entre les pins? Il a l'air banal, presque rassurant, mais c'est ici que la montagne commence à choisir qui elle garde et qui elle rend. Chaque pas compte, et chaque détour, chaque curiosité mal placée peut t'amener là où les cartes cessent d'exister. J'ai toujours commencé mes expéditions de la même manière, en posant une main sur un arbre marqué de 3 traits verticaux. Ces marques, gravées dans le bois à intervalles réguliers, sont plus qu'un simple repère. Elles sont la mémoire de ceux qui ont marché avant toi. 3 lignes, nettes, parallèles, comme 3 doigts pressés dans la chair vivante de l'arbre. C'est notre alphabet secret, celui que la forêt comprend. Suivez les marques, je dis toujours au groupe. Simple, direct, mais rares sont ceux qui écoutent vraiment. La plupart pensent que ce n'est qu'un conseil de sécurité. Ils croient que le danger, c'est juste de se perdre, de manquer d'eau ou de batterie. Mais non, le danger ici, c'est autre chose. Quelque chose qui ne se contente pas de te regarder marcher. Quelque chose qui attend que tu sortes du chemin. Je me souviens d'un jeune couple, il y a des années. Ils riaient, se prenaient en photo sous les branches basses. La femme s'est arrêtée, fascinée par un sentier secondaire, une sorte de passage entre 2 troncs, recouvert d'un tapis de mousse si verte qu'on aurait dit de la soie. Je lui dis « Restez sur le chemin ». Elle a souri, polie, mais son regard disait autre chose. « Vous exagérez, vieil homme ». Elle a fait un pas, un seul, juste assez pour franchir la ligne invisible entre ici et ailleurs. L'air a changé. Le vent s'est arrêté net comme si quelqu'un avait mis le monde sur pause. Même les oiseaux se sont tus. Elle est revenue aussitôt, mais quelque chose dans ses yeux n'était plus le même. Une sorte de voile, comme si elle voyait 2 choses en même temps, le monde qu'elle connaissait et un autre derrière. 3 jours plus tard, elle a été prise de fièvre, des cauchemars, des murmures la nuit. Son mari disait qu'elle se réveillait en hurlant le nom de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Alors je le redis, ne quitte jamais le sentier. Jamais. Ce n'est pas une question de prudence, c'est une question de respect. Les chemins marqués sont comme des promesses faites à la montagne. Tant que tu restes dessus, elle te tolère, mais franchis la limite, et tu entres dans un territoire qui ne t'appartient pas. Mon grand-père appelait ces zones les bois morts-vivants. Pas parce qu'ils bougent, non, parce qu'ils écoutent. Quand tu poses le pied là-bas, tu ressens une chaleur étrange, comme si le sol respirait sous ta semelle. Certains disent que la terre y garde les souvenirs de ceux qui ont désobéi. Moi, je crois que c'est pire. Il y a des endroits où la terre est molle, presque spongieuse. Pas parce que la pluie, mais parce qu'elle cache quelque chose dessous. Des os. Des racines qui ne sont plus tout à fait des racines. Des choses mêlées, mâchées, rendues à la terre sans distinction. Un jour, après une tempête, j'étais sorti avec un vieux guide, Harold. On devait vérifier les marques effacées. Le ciel était bas, les clus laguaient comme des bêtes fatiguées. À 20 mètres du sentier, on est tombé sur une clairière que je ne connaissais pas. L'herbe était jaune, brûlée par un feu invisible. Et au milieu, des os. Des dizaines, peut-être des centaines, disposés en cercle. Propres, blanchis, comme si quelqu'un les avait lavés avant de les poser là. Harold s'est accroupi, sans dire un mot. Il a regardé longtemps, très longtemps. Puis, il a murmuré « Ces os sont neufs ». Il a pointé un bout de tissu à moitié enfoui, un logo dessus. Il m'a dit « Cette marque, on a arrêté de l'imprimer en 91 ». Et il s'est relevé lentement, avant de retourner sur le chemin sans un mot de plus.
Je n'ai pas insisté, parce que ici, poser trop de questions, c'est inviter la montagne à répondre. Depuis ce jour, je transporte toujours un petit sachet de cendre dans ma poche. C'est une vieille habitude de guide. On en saupoudre sur les zones où la forêt devient trop silencieuse. Ce n'est pas une protection, c'est une reconnaissance. Un moyen de dire à la montagne « Je sais que tu es là, je marche avec toi, pas contre toi ». Certains soirs, en rentrant, je sens encore la cendre tiède contre ma paume. Et je repense à cette fille, à ce pas de travers, à ce silence. Alors écoute bien. Quand tu es là-bas, les arbres ne sont pas juste des arbres. Les pierres ne sont pas juste des pierres. Et la terre sous tes pieds n'est pas juste un sol. C'est un ventre. Un ventre qui n'aime pas être réveillé. Alors retiens bien cette première règle, plus simple qu'elle ne paraît. Reste sur les sentiers balisés. 3 marques sur un tronc, c'est ton serment. Rien que 3. Suis-les comme s'il s'agissait d'un fil de vie, car c'en est un. La montagne observe. Elle juge. Et elle attend. Et si un jour tu vois un passage entre 2 arbres qui semblent t'appeler, si tu crois apercevoir une clairière plus lumineuse que le reste, ne t'y rends pas, car ce n'est pas une clairière, c'est une bouche qui attend ton pas pour se refermer. Règle 2. Porte toujours un charme. La première règle t'apprend où poser les pieds. La deuxième t'enseigne ce qu'il faut porter sur toi. Parce qu'ici, dans ces montagnes, il ne suffit pas de marcher prudemment, il faut marcher reconnu. Je ne parle pas de sac à dos ni de boussole, je parle d'un charme. Un petit objet, banal en apparence, mais chargé d'intention. Tu en verras sur les tables en bois du pavillon de départ. Des clous rouillés suspendus à une ficelle, des sachets de sel, des pierres entourées de fils rouges, des petits fagots d'herbe séchée. Chaque visiteur en prend un, paye $1 et l'emporte avec lui. Un simple $, pas plus. Ce prix n'a rien à voir avec le commerce, c'est une promesse. Quand tu donnes cette pièce et que tu choisis ton charme, tu fais un pacte silencieux. Je reconnais que ce lieu n'est pas le mien et je demande la permission d'y passer. Les gens de la ville rient souvent quand j'explique ça. Ils pensent que c'est une mise en scène pour touristes, une tradition folklorique destinée à vendre du rêve. Mais la montagne, elle, ne rit pas. Elle sait faire la différence entre ceux qui respectent et ceux qui méprisent. Tu veux savoir pourquoi ces charmes fonctionnent ? Parce qu'ils ne viennent pas de nous. Ils viennent d'elle. Nos ancêtres les fabriquaient avec ce qu'ils avaient sous la main, du fer de leurs outils, du sel de leur cuisine, des brins de sauge cueillis au crépuscule. Pas besoin de rituels compliqués, juste la conviction tranquille que certaines choses, si elles sont faites avec respect, deviennent vivantes. Mon père portait toujours un petit anneau de fer dans sa poche. Il disait que le fer tient la ligne entre les mondes. Ma mère, elle, glissait du romarin dans le col de mon manteau avant chaque sortie. Non pour te protéger, disait-elle, mais pour que la montagne sache que tu appartiens à quelqu'un. Et mon grand-père, lui, avait toujours une pierre lisse dans son chapeau. Une pierre qu'il touchait du bout des doigts quand le vent se taisait trop longtemps. J'ai compris plus tard que ces gestes n'étaient pas de la superstition, c'était du langage, un dialogue muet entre les hommes et la terre. Moi, mon charme, c'est une petite pierre ronde, enveloppée de fils rouges. Ma fille me l'a donnée quand elle avait 6 ans. Elle l'avait trouvée au bord du ruisseau, juste derrière la maison. Elle m'a dit très sérieusement, « Comme ça, papa, la montagne saura toujours comment te ramener à moi. » Je l'ai gardée, toujours. Je l'ai cousue à l'intérieur de ma poche pour ne jamais la perdre. Et tu sais quoi ? Depuis ce jour, peu importe la brume, les tempêtes, les éboulements, je n'ai jamais perdu mon chemin. Jamais. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reconnaissance mutuelle. La montagne te protège quand elle sent que tu la comprends, mais elle t'ignore quand tu la traverses sans respect. Un jour, un randonneur a refusé d'en prendre un. Un type sûr de lui, venu de la ville avec un sac de marque et un sourire condescendant. Il a dit «
Je n'ai pas besoin de vos gris-gris, vieux. La forêt, c'est de la nature, pas de la sorcellerie. » Il est parti avant que je puisse insister. 4 heures plus tard, on a retrouvé son sac. Pas lui, juste son sac, posé au milieu du sentier, comme s'il avait été soigneusement déposé. Dedans, son téléphone encore chargé, sa montre, sa bouteille pleine, mais pas une trace de lui. Le sol autour était intact, pas d'empreinte, pas de signe de lutte, comme s'il avait simplement disparu. Depuis ce jour, j'ai cessé de convaincre les sceptiques. La montagne s'en charge elle-même. Alors écoute-moi bien. Quand tu choisiras ton charme, ne le fais pas à la légère. Ne le prends pas parce qu'il a l'air cool. Regarde-les, un par un, jusqu'à ce que l'un d'eux te fasse quelque chose. Un frisson, une chaleur, une impression de familiarité. Ce sera le tien. Certains préfèrent le fer, symbole de solidité, de constance. D'autres le sel, pour éloigner ceux qui rampent et chuchotent. D'autres encore choisissent la sauge ou le romarin, parce qu'ils sentent bon, parce qu'ils rappellent la maison. Mais peu importe la forme, ce qui compte, c'est l'intention. Les anciens disaient, quand tu portes un morceau de la montagne te reconnaît. Et si elle te reconnaît, elle te laisse passer. Elle détourne le vent, apaise la pluie, efface les ombres trop curieuses. Mais si tu la traverses nue, sans charme, sans signe de respect, alors tu n'es plus un visiteur, tu deviens un intrus. Et la montagne ne garde pas les intrus vivants très longtemps. Alors retiens bien, porte toujours un charme, pas comme un accessoire, mais comme une prière silencieuse, pas comme une superstition, mais comme une promesse. Parce qu'ici, dans les Appalaches, il ne s'agit pas de savoir si tu crois aux légendes, il s'agit de savoir si les légendes croient en toi. Avant de passer à cette suite, abonne-toi maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, parce que la prochaine règle parle de choses que même les anciens préféraient taire. Règle 3. Ne ramasse jamais de plumes. Tu crois peut-être que les dangers d'ici se cachent dans les grottes, les falaises ou les bêtes sauvages, mais non. Le vrai piège, c'est souvent ce qui semble inoffensif. Une plume, par exemple. Oui, une simple plume tombée au sol, légère, douce, immaculée. C'est joli, hein? Tu la vois briller au soleil, posée sur la mousse, comme une invitation. Tu penses, ce serait un beau souvenir. Alors tu tends la main. Et c'est là que la montagne se tait. Je dis toujours aux visiteurs, s'il y a une chose que vous ne devez pas toucher ici, c'est une plume. Certains rient, d'autres me regardent avec un air de pitié, persuadés que je suis un vieux fou resté coincé dans ces légendes, mais j'ai vu ce que ça fait à ceux qui désobéissent. Les plumes ne sont pas que des restes d'oiseaux. Ici, elles sont des messages. Des marqueurs entre les mondes, laissés par des choses qu'on ne voit pas, mais qui nous voient, elles. Dans les clairières où l'air semble trop clair, ou près des ruisseaux où le brouillard ne se dissipe jamais, on trouve souvent ces traces. De petites plumes grises, brunes, parfois blanches, fines, presque transparentes. Et puis, il y a les noires. Celles-là, on ne les ramasse jamais. Elles ne sont pas tombées, elles ont été déposées. Je me souviens d'un groupe, un automne. Une femme d'une trentaine d'années, énergique, passionnée de nature, elle photographiait tout, les feuilles, les champignons, les insectes. Près du vieux pont de bois, elle a vu une plume noire, longue, impeccable, posée au centre du chemin. Elle l'a prise en riant. « Je la garde, ça me portera chance !» J'ai voulu l'arrêter, mais c'était trop tard. L'air a changé instantanément. Le vent s'est mis à tourner. Les oiseaux se sont tus, même le clapotis du ruisseau s'est arrêté, comme étouffé. Le soir même, elle tremblait. Des frissons, une fièvre étrange, un regard perdu. Elle disait que tout était devenu flot, comme si la forêt respirait à travers elle. Le lendemain, elle n'a pas pu se lever. On l'a redescendue jusqu'à la route, inconsciente. À l'hôpital, les médecins ont parlé d'hypothermie, mais il faisait 25 degrés ce jour-là. 3 jours plus tard, elle m'a appelé.
D'une voix faible, elle m'a dit « Je l'ai rendu, je l'ai laissé dans le jardin, sous la pluie. » Et la fièvre a disparu. Juste comme ça. Tu vois, les anciens racontaient que certaines plumes ne viennent pas des oiseaux. Elles viendraient de créatures servantes, élevées par les femmes médecines et les gardiens des anciens rites. Quand une d'entre elles mourait, ou qu'elle était offerte en sacrifice, ses plumes restaient marquées. Pas d'une marque visible, pas de traces, pas de taches, mais d'une empreinte spirituelle indélébile. Quand tu touches une de ces plumes, ce n'est pas toi qui la tiens, c'est elle qui t'attrape, et elle te suit. Ce n'est pas de la malédiction dans le sens des contes, c'est un lien, comme une corde invisible entre toi et quelque chose qui ne devrait plus exister. Plusieurs guides ont raconté avoir entendu des pas derrière eux après avoir vu une plume bouger toute seule. Pas des pas d'hommes, des pas trop légers, trop nombreux, trop désordonnés, comme si des dizaines de petites choses marchaient en cercle. C'est pour ça qu'on laisse les plumes là où on les trouve. Elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à la montagne ou à ce qu'il y a sous elle. Quand tu en vois une, fais comme moi, baisse un peu la tête et dis doucement « Je t'ai vu, je passe mon chemin ». C'est une façon de montrer que tu as compris le message. Parce que ces plumes, vois-tu, ne sont pas laissées au hasard. Elles marquent les frontières entre un monde qui te tolère et un autre qui te digère. Mais il existe une exception. Un signe que la montagne envoie à ceux qu'elle a choisis. Un corbeau. Pas un corbeau ordinaire, un grand, noir comme le charbon humide, avec des yeux aussi vifs que des éclats de verre. Il se montre parfois au tournant du chemin. Il ne fuit pas, il te regarde. Il incline la tête comme s'il attendait ta réponse. Ce corbeau, on le connaît tous ici. On l'appelle le veilleur. On dit qu'il est aussi vieux que la première cabane de ces collines, qu'il a vu mourir des générations entières d'hommes et d'arbres. Il n'est ni bon ni mauvais. Il observe. Et parfois, il aide. Si jamais tu te perds et que tu le vois, suis-le toujours. Car chaque personne qui a suivi le corbeau est revenue. Pas une seule n'a été disparue. Pas une seule. Mais si tu le vois perché, silencieux, les plumes gonfrées et le regard fixe, alors ne dis rien, ne bouge pas. Il n'est pas là pour toi, il est là pour quelqu'un d'autre. Retiens-le bien, ne ramasse jamais de plumes. C'est une règle simple, mais c'est celle qui t'évitera de rapporter quelque chose chez toi. Parce que la montagne, elle, ne reste pas là-haut. Elle sait trouver la route, même jusqu'à ta porte. Elijah s'interrompt, observe la lisière du bois. Un bruissement traverse la forêt. Une seule plume tombe lentement du ciel et se pose à ses pieds. Il la regarde longuement. Puis, sans un mot, il fait un pas de côté. Tu vois, on ne touche pas. Règle 4. Remercie la montagne avant de partir. Quand on arrive au bout du sentier, la plupart des gens se détendent. Ils voient le parking, les lampadaires, la boutique souvenir au loin. Ils se disent que le pire est passé. Mais moi, je sais que c'est justement le moment le plus dangereux. Car dans ces montagnes, il ne suffit pas d'entrer avec respect. Il faut aussi savoir sortir. La 4e règle, c'est la plus simple à comprendre et la plus souvent oubliée. Toujours remercier la montagne avant de partir. Certains guides appellent ça le rituel de clôture. Moi, j'appelle ça fermer la porte derrière soi. Tu vois, quand on marche dans ces bois, on ne traverse pas juste un espace. On traverse un regard ancien, profond, qui te suit du premier au dernier pas. Et si tu pars sans prévenir, sans dire merci, ce regard te suit au-delà des arbres. À la fin de chaque excursion, je m'arrête toujours à l'endroit où la terre devient gravier, là où le sol cesse d'être vivant et redevient humain. Je demande à tout le monde de se taire. Pas un mot, pas un mouvement. Juste le souffle du vent, la respiration du groupe et le cœur de la montagne qui bat invisible sous nos pieds.
Alors je parle. Pas fort, pas en prière. Juste quelques mots. Merci à la montagne de nous avoir laissé passer. Merci pour le calme, pour la lumière, pour le retour. C'est tout. Pas de formule magique, pas d'encens ni de bougie. Seulement le silence et la reconnaissance. Certains guides me demandent pourquoi je m'obstine à faire ça. Pourquoi ces mots murmurés à un tas de pierres et d'arbres? Je leur réponds toujours la même chose. Parce que les montagnes, elles écoutent. Elles n'ont pas d'oreilles, non, mais elles ont une mémoire. Et cette mémoire, elle garde trace de ceux qui ont su partir avec humilité et de ceux qui sont partis sans un mot. Je pourrais te raconter des dizaines d'histoires. Des guides qui ont oublié la clôture du rituel, trop pressés, trop distraits. Et à chaque fois, il s'est passé quelque chose. Un vent violent le lendemain, des arbres déracinés, des animaux morts sans raison, des voix parfois, dans la radio du poste de secours, des murmures sans source, comme un écho venu d'en haut. Il y a quelques années, une nouvelle recrue a conduit un groupe sans faire le rituel. Je n'étais pas là ce jour-là. Il avait trouvé que tout ce folklore faisait perdre du temps. Une semaine plus tard, une tempête s'est abattue sur la crête. Des vents à plus de 100 km à l'heure. Les arbres tombaient comme des allumettes. 3 camps détruits. Un chien du village disparu. Et le guide, lui, n'est jamais revenu. Pas mort, pas disparu. Juste parti. On a retrouvé sa voiture sur le parking, moteur éteint, portière ouverte. À l'intérieur, sur le siège passager, un tas de feuilles. Humides, mais pas une seule trace de boue. Comme si on les avait déposées une à une avec soin. Depuis, personne ne rit du rituel. Tu veux savoir ce que je crois, moi? Je crois que la montagne ne punit pas. Elle rappelle. Elle réclame ce qu'on oublie de lui rendre. Et la seule chose qu'elle demande en échange de ton passage, c'est un merci. Un mot simple, un souffle sincère, une reconnaissance. Les anciens disaient, quand tu dis merci à la montagne, elle ferme la marche derrière toi. Quand tu oublies, c'est elle qui te suit. Et crois-moi, tu ne veux pas sentir son pas derrière le tien une fois la nuit tombée. Alors, quand tu viendras ici, que tu auras traversé les 4 règles, souviens-toi de celle-ci. Quand tu verras le panneau en bois qui dit « Merci de votre visite », arrête-toi avant de franchir la dernière marche. Regarde la forêt une dernière fois. Ne souris pas, ne prends pas de photos. Juste un regard, un souffle, un murmure. Merci. Puis tourne-toi et ne regarde plus jamais en arrière. Parce qu'il y a une chose que les touristes n'ignorent mais que tout guide sait. Certains arbres retiennent les visages. Certains rochers conservent les voix. Et certaines présences n'acceptent pas le départ tant qu'elles n'ont pas été saluées. Alors, remercie. Toujours. Même si tu penses que c'est idiot. Même si tu crois que personne ne t'écoute. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un, quelque part dans l'ombre, le fera à ta place. Et cette voix-là ne sera pas la tienne. Elijah s'arrête, regarde la lisière du bois. Le vent s'élève doucement. On croirait entendre dans les branches un murmure grave, ancien. Il baisse la tête, ferme les yeux. « Merci à la montagne », dit-il doucement. « Et merci à ceux qui écoutent. Et si toi aussi tu veux continuer à explorer les secrets que d'autres préfèrent taire, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur. Chaque histoire y est un chemin. Et chaque règle, une promesse que tu ne sortiras pas indemne. Eh bien, voilà. Tu les connais maintenant, ces 4 règles. Elles paraissent simples quand on les énumère, mais ici, chaque mot pèse plus lourd qu'une pierre, reste sur les sentiers balisés, porte toujours un charme, ne ramasse jamais de plumes, remercie la montagne avant de partir. Ce ne sont pas des traditions, ce sont des serments, des promesses que nous faisons à quelque chose de plus ancien que le souvenir. Je vois ton regard, là, au bord du feu de camp. Tu te dis que tout ça n'était qu'une histoire, un folklore pour impressionner les touristes, mais tu sens aussi ce froid subtil, celui qui se glisse dans ta nuque sans prévenir.
ce n'est pas la nuit, c'est elle, la montagne, qui t'écoute encore. Je vis ici depuis 46 ans. J'ai vu les saisons se briser, les routes s'effondrer, les forêts changer de visage. Mais jamais la montagne ne m'a oublié. Et moi, je ne l'ai jamais quittée. Parfois, la nuit, quand le vent s'infiltre sous les portes et fait trembler les fenêtres, j'entends des pas sur le gravier, des pas lents, mesurés, réguliers, comme ceux d'un marcheur invisible qui referait le chemin à l'envers. Alors je sors sur le perron, je regarde au loin vers les silhouettes noires des arbres et je murmure « Je t'ai entendu, merci encore ». Alors le vent retombe et le silence redevient complet. La montagne ne veut pas ton mal, tu sais. Elle veut seulement qu'on se souvienne de ceux qui ont marché avant nous, de ceux qui se sont perdus et de ceux qu'elle a gardés. Elle n'aime pas qu'on la traverse comme un décor. Elle veut qu'on la regarde comme un être, qu'on lui parle, qu'on l'écoute. Parce qu'ici, les pierres ont des veines, les arbres respirent, et la terre a un cœur lent, patient, éternel. Une fois, un journaliste m'a demandé si j'y croyais vraiment à toutes ces histoires. Je lui ai répondu « Croire n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de mémoire. » La montagne se souvient des pas, des voix, des promesses rompues. Elle garde trace de tout, même des mots qu'on n'a pas prononcés. Un jour, quelqu'un m'a demandé ce qu'il y avait au-delà des sentiers, là où les marques s'arrêtent. Je lui ai dit, ce n'est pas l'au-delà, c'est l'avant. C'est ce qu'il y avait avant nous. Parce que la montagne n'a pas besoin d'un futur. Elle est le souvenir du monde. Chaque feuille, chaque goutte, chaque pierre a vu passer des générations d'hommes. Et quand nous serons tous partis, elle sera encore là, silencieuse, immobile, vivante. Je te laisse maintenant. Tu peux retourner à ta voiture, retrouver le bruit des routes, les lumières électriques, la chaleur factice des villes. Mais en partant, fais une chose. Regarde une dernière fois derrière toi. Pas longtemps, juste assez pour voir le mouvement dans les branches, cette ombre qui n'était pas là tout à l'heure. Ne panique pas. Ce n'est pas une menace. C'est un adieu. Et si un jour tu entends parler d'un endroit où les guides vendent des charmes à $1, où les arbres portent 3 marques verticales, où un corbeau suit les pas des randonneurs perdus, alors tu sauras que la montagne est toujours là, qu'elle veille et qu'elle attend. Parce qu'elle se souvient de ton souffle, de ta peur, de ton respect. Et si tu as oublié de la remercier, ne t'inquiète pas. Elle t'enverra un rappel, une pierre déplacée, une plume sur le pas de ta porte, un vent qui murmure ton prénom dans la nuit. Elijah ajuste sa lampe frontale, baisse la voix et sourit tristement. « Tu veux savoir le plus étrange ?» dit-il. « Chaque fois que je raconte ces histoires, il y a quelqu'un qui revient. » Il marque une pause. Le silence autour est total. Mais ce n'est jamais la même personne. Si tu as marché avec nous jusqu'ici, si tu as senti la forêt respirer autour de toi, le vent s'attarder trop longtemps sur ton épaule, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur. Chaque récit y est un sentier, et chaque sentier te mène un peu plus loin vers ce que la montagne n'a jamais cessé de protéger.